C'est du travail sur soi, de se dire: «Comment je fais pour, améliorer ma vigilance sans tomber dans la paranoïa?» C'est-à-dire comment je fais pour travailler? C'est à la fois un état d'esprit, une attitude de je ne ressens pas une victime, je sais bien me positionner, je suis, ouvert sur mon environnement et je sens venir, les dangers ou les risques un peu plus tôt, sans devenir non plus, le fou furieux qui va avoir peur de tout, qui va ne pas oser sortir de chez lui parce que, il pense qu'il y a des agresseurs partout et tout. Donc il y a une espèce de curseur à trouver qui est là la clé de la sécurité personnelle saine, en fait. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Guillaume Morel, auteur du guide Protégor, devenu best-seller dans les manuels de self-défense. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut Fred. Bien sûr, Guillaume Morel. Alors j'ai plusieurs casquettes, mais une des casquettes et la première casquette pour laquelle, je pense que tu veux, discuter avec moi, c'est Protégor. Je suis l'auteur de Protégor, donc il y a un manuel, de alors de avec le zoom ça marche pas, de sécurité personnelle et de self-défense. Sinon à côté de ça, j'ai une vie où je suis, consultant en management, ça c'est une de mes activités. J'ai pas mal travaillé dans l'audiovisuel et je gère le Dojo 5 qui est la plus ancienne, salle de sport de combat de Paris, hein. Une salle où il y a du karaté, de la self-défense, du MMA, du JJB, et cetera et cetera c'est une salle qu'on a repris avec Michael Ilouz. Elle tourne depuis 1909, c'était une salle de boxe anglaise à la base et donc passionné passionné d'arts martiaux et de tir aussi, de tir sportif. Super. Mika qui est passé dans le podcast d'ailleurs il y a quelques temps déjà. Est-ce que tu peux nous Mika que je connais depuis plus de 15 ans en fait, hein, pour la petite histoire et ça je crois qu'on l'a pas trop raconté sur les réseaux. On s'est connus, avant qu'il rentre dans l'armée. Il était, instructeur de Panchak Silat et moi je travaillais dans un cabinet de conseil où il est venu donner des cours de Panchak Silat. En fait, dans ce cabinet de conseil, j'avais monté une association, sport de combat parce que j'en ai toujours fait depuis tout le temps et que j'ai toujours monté des assos de sport de combat dans les entreprises où j'étais ou même dans les écoles où j'étais et au début on faisait du pankido avec Patrick Lombardo, puis Patrick avait été appelé, pouvait plus faire les cours et après on s'est dit: «Tiens, on va faire du penchaxilat» et on demande à Frank Ropers, qui après un cours disparaît et demande à son bras droit, à l'époque, Michael Ilouz de venir et donc là, je rencontre Michael Ilouz et on devient super potes déjà. Puis après, il a eu ses aventures dans, les services spéciaux, dans l'armée et cetera et donc on se connaît depuis très longtemps et on avait un projet de monter une salle de sport, de combat ensemble, avant le covid. Heureusement, on l'a pas fait alors qu'on avait visité des lieux juste avant le covid. Heureusement, on n'a pas signé juste avant le covid et au retour du covid, j'ai cette opportunité avec le Dojo 5. Là, c'était déjà une salle qui tournait, donc encore plus, intéressant qu'une salle qu'on aurait pris, from scratch, ce qui était notre projet initial. mmh. À l'instar de Mika, toi, c'est quoi ton histoire avec l'armée? Est-ce que il y a une accroche particulière? Est-ce que tu as de la famille militaire? Est-ce que toi, tu as fait l'armée ou pas? Non, pas du tout. C'est là où on est complémentaires avec Mika et l'origine, c'est les arts martiaux. C'est simple, c'est que je fais des arts martiaux depuis que j'ai 12 ans et ça m'a, amené à rencontrer beaucoup de monde et mes premiers contacts avec, non pas l'armée, mais les forces de l'ordre et c'est après, les contacts avec l'armée viendront, mais c'est, une rencontre dans un stage de self-défense avec Frédéric Boismache, qui est mon coauteur sur Protégor. Donc Protégor, c'est en 2008, donc on doit se rencontrer en 2005-2006 avec Fred Boismache. Rencontre qu'on a eue grâce à Fred Perrin, le coutelier, puisque Fred Perrin, je le connaissais vu que j'avais fait un bouquin sur les couteaux papillons et qu'il adorait les couteaux papillons. On s'était rencontrés sur des salons. Il organisait des stages de self-défense. Moi, je faisais beaucoup d'arts martiaux traditionnels. Je me suis dit: «Très bien, je vais aller faire de la self-défense avec Fred Perrin» et lors d'un stage avec Fred Perrin, je rencontre Fred Boismache qui, à l'époque, était à la BAC, du 6e à Paris. On sympathise et on se dit: «Il y a un bouquin à faire, qui va au-delà de la self-défense classique de je mets des patates, dans la figure des gens, mais c'est, comment je traite tout l'avant et tout l'après. Donc il y a aussi, la partie technique du milieu, du bouquin qui est le pendant, mais qui, à l'époque, on faisait le constat que tous les livres et les manuels de self-défense qui sortaient, c'était que des enchaînements techniques où, je suis saisi par le col, je dois faire ça, je suis attrapé par l'arrière, je dois faire ça et cetera. Nous, on s'est dit tout ça, finalement, il y a beaucoup de gens,
ils feuillettent, très peu vont essayer de s'entraîner avec ça et c'est pas ça le cœur de la self-défense. Le cœur, c'est surtout, la vigilance, faire attention, à son environnement, c'est anticiper, c'est trop tard à la limite quand on en est déjà, à devoir décider si on doit mettre un coup de coude ou un coup de poing et donc on a dit: «Il y a pas beaucoup de livres qui parlent de ça» et à chaque fois, il y avait une page ou 2 dans les manuels de self-défense et on s'est dit: «Mais on peut faire un livre, beaucoup plus complet sur l'avant, sur anticiper, sur prévenir, sur ne pas, être agressé. On garde la partie self-défense technique parce qu'on est tous les 2 pratiquants en arts martiaux et qu'on adore ça et on gère aussi l'après, c'est-à-dire comment je gère les premiers secours, les polices, la police, les avocats, les assurances et tout, donc le avant, pendant, après et donc ben, ce premier contact se fait, avec donc un policier, Fred qui est, un super pote, qui est un mec génial et le livre sort, donc on est en 2008 et c'était un livre destiné aussi aux vraiment particuliers. Parce que moi, c'est mon profil, hein, je suis citoyen particulier et on visait pas du tout les professionnels. Sauf que, surprise, le bouquin marche très bien et il marche très bien aussi, au niveau des forces de l'ordre et dans l'armée. Donc on a plein de contacts, emails, de rencontres de gens qui sont des professionnels, de la sécurité au sens large, qui nous disent: «Ah, j'ai lu Protégor, c'est super, c'est super» et c'est là où, de fil en aiguille, ça me fait rencontrer, plein de gens, pros. Mmh. Oui, c'est vrai que ce que tu dis peut s'appliquer aussi au domaine militaire et de la stratégie militaire même, parce qu'on pense beaucoup, quand on pense à la guerre, on pense au pendant, quand les mecs sont en train de se tirer dessus, mais ce qui fait, le résultat d'une victoire militaire, c'est surtout le avant, et même parfois le après, pour être capable de gérer, après les combats et les combats ne sont qu'épisodiques. Ouais. Et même si on poursuit la logique des grands stratégistes comme Clausewitz et cetera, c'est la guerre, c'est un peu la continuité et voire même l'erreur, enfin l'échec si tu as pas réussi la diplomatie derrière. Alors, pour venir sur la sécurité personnelle et le self-défense, si tu devais résumer un petit peu, donner quelques clés à nos auditeurs, leur donner un petit peu envie de lire le bouquin aussi et surtout de pas passer à côté du cœur du message, c'est quoi? C'est quoi les quelques leçons qu'il faut retenir pour être en sécurité ou en tout cas pour, éviter l'affrontement, éviter la confrontation dans la rue, peut-être? Hem, la première chose, c'est pas faire l'autruche, c'est de pas être dans le déni et se dire: «Bon, c'est un sujet, il faut que je le» il y a pas besoin, forcément, de rentrer, dans une discipline, d'aller, suivre des cours 2 fois par semaine, non-stop, qui ça relève plutôt de la passion des pratiquants d'arts martiaux. Par contre, quand on sent qu'on aimerait progresser en self-défense, hein, il faut se pencher sur le sujet, l'étudier et faire quelques stages ponctuels qui vont mettre une piqûre de montée en compétences et d'état d'esprit. Le bouquin, l'avantage du bouquin et on n'apprend pas tout dans un bouquin, donc je ne vais pas dire, achetez Protégor et avec Protégor, vous saurez tout sur la self-défense. C'est une bonne entrée en matière parce qu'il donne un aperçu, complet, du avant, du pendant et du après. Donc avec ça, on a déjà un toolkit, une boîte à outils, qui permet de voir l'ensemble du scope et après on va se spécialiser, on va dire: «Tiens, c'est vrai que le secourisme est important, donc je vais aller me former, à PSC1 ou SST», enfin une formation de secourisme parce que j'ai compris que dans la self, c'est important, une des choses les plus importantes, c'est quand même de savoir, se sauver soi-même ou sauver d'autres personnes. Et puis après, il y a beaucoup de petits trucs et astuces, sur le avant, puisque le gros focus, de Protégor, c'est, attention, c'est trop tard une fois que vous en êtes déjà à utiliser vos mains, donc c'est toutes ces choses qui font que c'est du travail sur soi de se dire: «Comment je fais pour, améliorer ma vigilance sans tomber dans la paranoïa?» C'est-à-dire comment je fais pour travailler? C'est à la fois un état d'esprit, une attitude de je ne ressens pas une victime, je sais bien me positionner, je suis, ouvert sur mon environnement et je sens venir, les dangers ou les risques un peu plus tôt, sans devenir non plus, le fou furieux qui va avoir peur de tout, qui va ne pas oser sortir de chez lui parce que, il pense qu'il y a des agresseurs partout et tout. Donc il y a une espèce de curseur à trouver, qui est là la clé de la sécurité personnelle saine, en fait. Hem, Au tout début, au lancement de Protégor en 2008, donc on est en mars 2008, un mois après, j'ai un coup de fil d'un journaliste d'un magazine qui s'appelait, comment il s'appelait? Police Sécurité ou quelque chose comme ça, qui n'existe plus, hein, qui s'est arrêté quelques années plus tard et
c'était Philippe Couvreur qui était le rédacteur en chef. Il m'appelle, il dit: «J'ai lu Protégor, est-ce qu'on peut faire un article sur le bouquin? Je le trouve génial parce qu'il rend pas les gens paranoïaques». C'était son 1er argument à ce qui l'avait séduit, c'est, on est toujours en train de se dire, c'est pas juste une liste de conseils, hyper, contraignants. C'est à chaque fois en fonction de qui tu es, de où tu es, de l'instant, il faut choisir, prendre les bonnes décisions. C'est plutôt, voilà, des règles, mais il y a pas de dogme et de dire: «Il faut faire ça». Il y a des exemples et selon qui vous êtes, selon si vous êtes seul avec votre famille, selon votre morphologie, selon votre entraînement, selon, la période, la ville où vous êtes, il y a la victoire du PSG il y a quelques jours, tu vois? On peut se poser la question: «Est-ce qu'il faut être sur les Champs-Élysées?» Bah, c'est pas pareil être sur les Champs-Élysées, un jour lambda ou le soir où le PSG gagne, tu vois? Tu te poses donc tout ce contexte fait que tu décides de ta propre sécurité. Donc tu te responsabilises sur, ta sécurité personnelle et tu prends tes décisions en fonction de tous ces paramètres. Donc c'est pas si simple que ça, mais voilà, le livre amène des règles et des règles qui vont pas dans le sens de: «Attention, faut pas ne plus vivre non plus». C'est-à-dire l'idée, c'est pas de se dire: «Je vais mettre la sécurité au niveau maximal, donc prendre zéro risque et donc du coup, sortir armé ou ne pas sortir ou avoir peur de tout». Bah, c'est surtout pas ça, Protégor, c'est surtout pas ça la vraie sécurité personnelle, en tout cas une sécurité personnelle qui s'intègre dans la société, correctement. Mmh. Oui, parce que pour un militaire qui nous écoute ou pour un membre des forces de l'ordre, ça peut sembler assez logique le fait de te dire: «Tu sors en patrouille, tu as tel ou tel armement avec toi, tu es formé, tu sais à quoi t'attendre et cetera». Mais quand tu es, civil ou quand tu es militaire, mais en tant que civil dans la rue, avec ta famille, te ta tes proches et cetera, c'est pas pareil. Surtout qu'en France, tu as pas le droit d'avoir de l'armement, enfin même un couteau, c'est déjà problématique. Confirme. Mmh. Non, Comment tu les armes, enfin globalement les armes, de la catégorie D, comme le couteau sont en effet, interdites de port sauf motif légitime. Les motifs légitimes ne pouvant pas être, «J'ai peur et je veux pouvoir me défendre». Donc les motifs légitimes, c'est je sais pas, je vais à un entraînement d'arts martiaux et j'ai ma licence fédérale et à ce moment-là, c'est pas un port, c'est un transport parce que le couteau doit être au fond du sac. Donc ça, c'est la limite possible. Donc en fait, tout ça, toutes ces armes-là, oui, le port n'est pas conseillé. Il y a les bombes lacrymogènes où, on est pareil, on est dans la catégorie D, c'est pas il faudrait un motif légitime, mais tu vois, si on est, heu, une jeune femme, un peu, hem, qui peut facilement se faire agresser, dans un contexte, là, je me dis que, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas à l'instant T où on parle, les forces de l'ordre ne vont pas mettre en garde à vue, une femme qui porte une bombe lacrymogène parce qu'il y a, un jugement des forces de l'ordre qui se dit: «Bon, bah, là, c'est pas une personne à risque et qui va aller utiliser les bombes lacrymogènes pour agresser les gens». Même si le texte de loi, s'il était appliqué, strictement, pourrait conduire la personne au commissariat avec des conséquences, des amendes ou un retrait évidemment de l'arme en question. Donc c'est pour ça qu'il y a dans des accessoires de défense, il y a certains accessoires de défense qui sont, on va dire, un peu tolérés en ce moment. Alors, les couteaux, par exemple, un certain temps étaient tolérés en France. Puis très tôt, ça fait déjà 20 ans qu'en Angleterre, on se rend compte que c'est totalement interdit et que la police anglaise est très, très stricte sur les couteaux parce qu'ils ont eu beaucoup d'agressions au couteau et on se rend compte qu'en France, bah, il y a une augmentation des agressions au couteau, plutôt récemment là. Ça pourrait conduire à moins de tolérance sur dès qu'il y a un couteau, découvert sur une personne. Encore une fois, ça dépend du profil de la personne et du contexte dans lequel le contrôle est effectué, hein. C'est sûr que si on est, dans une manifestation, tout accessoire de défense contrôlé lors d'une manifestation va être beaucoup plus sévèrement puni que si c'est, un vieux monsieur à la campagne qui a son opinel et qui mange du saucisson. Donc voilà, ça dépend du contexte et de la personne et de l'attitude que l'on a dans le contrôle qui est fait avec les forces de l'ordre. mmh. Oui, c'est à l'appréciation et au bon sens du policier ou du gendarme qui arrête la personne, ouais. Mmh. Exactement. Qu'est-ce qui est autorisé concrètement? Si moi je suis un peu parano, je vais dans un endroit, typiquement je vais sur les Champs-Élysées un soir de finale, je me dis, «Qu'est-ce que je peux prendre sur moi?» Concrètement? Rien? Alors, ouais, là, rien. Là, on est quasiment dans un contexte de manif. S'il y a un quelconque contrôle, on est sûr de non, non, là, techniquement pour répondre à ta question, hors contexte, en théorie, il y a rien d'autorisé, en fait. C'est-à-dire que les catégories D, ce que je te disais, c'est le port est interdit sauf motif légitime. Catégorie D, pour, ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui n'est pas arme à feu, donc ça va être, les couteaux, les matraques télescopiques,
les bombes lacrymogènes, et cetera. Donc tout ça, c'est le port, prêt à dégainer, prêt à être sorti, prêt à être utilisé est interdit et les motifs légitimes sont limités. Donc ça veut dire, je sais pas, je sors de l'armurerie, j'ai acheté un couteau, là, c'est un motif légitime. J'ai mon ticket de caisse qui prouve que je sors, que je viens de l'acheter, je le ramène chez moi et encore une fois, c'est pas un port, c'est un transport. Donc c'est pareil, il doit être au fond du sac, au fond du paquet cadeau ou du sac de l'armurier. Après, donc une fois qu'on a dit ça, il y a pas grand-chose à faire. Après au quotidien, quand on sait qu'on n'est pas contrôlé, qu'on va pas dans une situation à risque où il va y avoir des forces de l'ordre qui vont être sur le qui-vive, il y a certains accessoires de défense qu'on peut, avoir avec soi, mais il y a des accessoires qui sont même pas des accessoires de défense, ce sont des accessoires qui peuvent devenir des accessoires de défense. Si tu prends une lampe en métal, si tu prends un stylo un peu dur, si tu prends des clés avec un porte-clés qui est un peu dur, ben, c'est des objets qui ont 2 usages. Un usage, de clé, de stylo ou de lampe ou autre chose, un parapluie et qui peut, parce qu'ils sont suffisamment durs, aussi se transformer, s'il y avait besoin, en, objet pour frapper, en objet contondant, qui fera toujours plus mal que sa propre main si on frappe. Voilà. En gros, c'est plutôt ça les conseils. Donc des objets à double usage, c'est là où il y a le moins de soucis, si on devait les utiliser. Sachant que j'imagine qu'il doit y avoir toute une jurisprudence, qui fait que si tu utilises ces objets à double usage, pour te défendre et que le mec en face, ramasse bien, c'est toi qui prends, j'imagine? Oui, alors après, on va après, tu sais, on va toujours tomber sur, la loi sur la légitime défense ou qui doit être immédiate, nécessaire, proportionnelle, hein. C'est-à-dire que, tu vas te défendre, il va falloir prouver que tu étais, en danger, que tu as ressenti le danger pour ton intégrité physique, que c'était immédiat, c'était pas tu pas couru après le gars c'est pas de la vengeance, mais c'était tu avais pas d'autre solution, tu ne pouvais pas fuir. C'est ça le point, c'est tu ne pouvais pas fuir. Si tu as le choix de pouvoir fuir, tu fuis. Si tu as pas le choix, que tu es coincé et que tu as peur pour ton intégrité physique, bah là, tu peux commencer à mettre en œuvre des moyens, de frappe avec, les poings, les coudes, ce que tu veux et éventuellement des clés ou ces fameux accessoires qui pourraient être, visés derrière et en fonction de l'emploi que tu fais, bah, la proportionnalité va être regardée. Donc, ça va être à l'appréciation du juge. On peut imaginer si tu es agressé par une personne qui n'est qu'avec ses poings, qui n'a pas d'arme blanche, que toi tu utilises une arme blanche, bah, ça va dépendre. Ça va dépendre du contexte, des 2 profils, de l'appréciation du juge. Donc là, il y a pas vraiment de règles, mais certains juges pourront dire: «C'est pas proportionnel si tu as utilisé ton parapluie versus quelqu'un qui n'avait rien». Pourrait imaginer ou pas, je ne sais pas. Mmh. Et en effet, il y a plein de jurisprudence, il y a plein de cas et quand on rentre dans le sujet des armes à feu, je sais pas, il y a des cas de bijoutiers. Tu sais, on sait que les bijoutiers ont le droit d'avoir une arme à feu dans leur boutique et l'emploi d'une arme à feu sur, des voleurs qui pénètrent et qui viennent braquer la bijouterie, ben, il y a toute une littérature de la justice qui fait que, ben, voilà, selon comment ça s'est passé, comment le tir a été effectué et bien, des fois, c'est la légitime défense est valable, des fois, elle ne l'est pas. Donc c'est très, complexe, en fait, comme Mmh. sujet. Ouais, bien sûr. Bah, on renvoie nos auditeurs sur le vers l'interview qu'on avait fait, une des 2 interviews qu'on avait fait avec Johan Lara qui parlait de ces questions-là, parce qu'il est armurier aussi et il expliquait, que même en étant, ancien des forces spéciales, en étant armurier, il préférait laisser l'arme, dans son armoire le jour d'un cambriolage parce que ça peut toujours te retomber dessus. Donc ouais. Il a bien raison, il a bien raison et j'ai aussi passé mon CQP d'armurier, donc c'est ce qui pour aller toujours plus loin dans ma passion sur les armes, alors, qui est une formation très juridique. En fait, on travaille beaucoup sur les catégories d'armes justement et sur ces parties, du code de sécurité intérieure. Hem, c'est sûr que dès qu'on va utiliser une arme, au final, quoi qu'il arrive et ça, il y a 2 avocats, en France qui en parlent très bien. Thibaut Nombriel, par exemple, j'ai des vidéos sur ma chaîne Protégor sur YouTube, explique la légitime défense, comment il l'aperçoit et comment, il faut la gérer. Hem, dans tous les cas, ces avocats te disent que, quoi qu'il arrive, même si tu es la victime, ça va être long. Le processus juridique, que tu sois dans ton bon droit ou dans ton tort,
le temps que la légitime défense soit démontrée, la durée, du procès va être énormément, chronophage, énergivore. Ça va te prendre beaucoup de choses, à toi. Même donc les victimes sont finalement, doublement victimes. Elles sont victimes de l'agression qu'elles ont eue et après victimes, du temps long qui fait que tu dois réexpliquer ce qui s'est passé, tu dois passer du temps, tu dois aller, il va y avoir le procès, ça va être beaucoup de stress, il va y avoir peut-être un appel et cetera et cetera et donc quand, en effet, tu dois démontrer que, ouais, tu as tué un agresseur et que, bah, c'est ta vie va prendre un grand coup pendant, des années. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir en tête, et ce qui est difficile sous le coup de l'émotion, il faut avoir en tête, les enjeux. Si c'est, une personne qui vient pour te piquer ton portable, c'est pas pareil que si c'est quelqu'un qui vient pour te tuer et il y a pas beaucoup de gens, qui sont menacés au quotidien d'être tués. Alors chez les professionnels, ça peut arriver, mais si on moi je m'adresse quand même beaucoup aux particuliers avec Protégor. Les cas de meurtre ou, d'agression ou pour des gens qui viennent pour te tuer, c'est quand même, il y a peu de gens qui sont des cibles. Les gens qui le sont le savent. Et dans ce cas particulier, d'ailleurs, quand on sait qu'on est, menacé de mort, il y a des autorisations de port d'armes qui se demandent en préfecture auprès du ministère de l'Intérieur. C'est très rare, il y en a une centaine en France, hein, mais on peut, pour le coup, porter une arme à feu si on a vraiment, eu des menaces sérieuses de mort. Ça, c'est des cas très, très particuliers et très rares. Donc ça ne s'inscrit pas dans la majorité des cas d'agression et quand l'agression, c'est, te piquer 50 balles ou te piquer ton portable, hem en effet, ça peut être beaucoup plus lourd, de se défendre et d'aller, tabasser le gars, parce que du coup, on sera même plus dans la légitime défense. Il va y avoir un procès qui va durer des années. On risque de devoir payer, de l'argent, d'aller, éventuellement en prison, passer des heures au commissariat. Ça va pas être plaisant du tout. Donc, je comprends le propos de Johan Lara qui dit que, sortir une arme, bah, c'est augmenter ses risques, d'avoir une mauvaise aventure, judiciaire, derrière, pendant des années. Mmh. Ouais, je vois. Ouais, Faut savoir, est-ce que sa vie est en jeu ou pas, en fait? Ou est-ce que l'intégrité physique est vraiment en jeu? Ou est-ce que c'est juste du matériel? Et dans ce cas-là, ben, peut-être qu'il faut laisser de côté un peu, l'ego et l'honneur, plutôt que de s'embarquer dans les émotions, de se dire: Le gars, il a voulu me piquer 50 balles, je vais lui éclater la tête». Et là, on devient agresseur aux yeux de la loi et ça va être vraiment très pénible. L'aventure judiciaire va être une horreur. ouais. C'est de plus en plus compliqué, non? Sachant que, on se rend compte que pour dézoomer un peu sur la situation, on est dans une société qui a de moins en moins envie de prendre des risques, de moins en moins qui est de plus en plus sensible, on va dire, à la douleur et à la qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Bon, accepter de se faire cambrioler, c'est pas vraiment de sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, tu vois, on se fait vite des films en se disant, «C'est peut-être pas juste, Kevin, 18 ans, qui est venu braquer ma maison, mais peut-être des mecs qui sont armés, et qui peuvent aussi, par panique, me faire du mal, si je descends dans le salon à ce moment-là. Heu, et plus largement, j'ai envie de te poser cette question parce que tu es un expert de la sécurité et tu es très compétent pour en parler et tu as le recul aussi, je pense, pour constater ces évolutions dans la société. Est-ce que est-ce que la société est de plus en plus violente? Ou est-ce que c'est, comme beaucoup le disent, un effet un peu CNews où, tu vois, on voit de plus en plus la violence, donc on a l'impression qu'elle est plus là, mais en fait non, quand tu regardes les chiffres par rapport, je sais pas, au 18e, au 19e siècle, où c'était vraiment une société violente, où tu pouvais te faire, tuer dans la rue. Concrètement, toi, tu as quoi comme regard sur tout ça? J'ai un double regard. Il y a un regard un peu macro qui est, collé sur ce que disait Tocqueville, qui est de dire: «Plus on se rapproche d'une situation parfaite», donc sur notre sujet de violence et de sécurité, la situation parfaite, c'est il y a plus de violence, plus le peu de chemin qui reste avant d'y arriver devient insupportable. Donc ça veut dire que je pense que par rapport à il y a 50 ans, il y a 100 ans, voire au Moyen Âge, la société est beaucoup, 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 beaucoup moins violente. Mais le peu de violence qui reste devient insupportable. Ça, c'est macro sur, les dernières décennies. Après, quand tu regardes techniquement les chiffres, sur ces dernières années post-Covid, je te parle 3-4 ans, il y a quand même un pic d'augmentation, de violence. Alors, une partie, c'est parce qu'il y a aussi, sur certains types de violences qui vont être par exemple les violences intraconjugales, il y a une libération de la parole. Donc les chiffres montent aussi, un parce que ça existe et 2 parce qu'on a les plaintes sont prises et parce que les victimes en parlent. Donc il y a cet élément-là, mais globalement, il y a quand même un petit frémissement sur ces dernières années où, on dit: «Waouh, c'est un peu en train de il se passe des trucs».
un peu plus violent que, les années pré-Covid. Mais je dirais que c'est pas non plus, on revient pas au Moyen Âge non plus. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, de manière générale, on est vraiment en train de baisser. On est une société de moins en moins violente, mais là, ces dernières années, il se passe quand même des petits trucs où on se dit: «Putain, c'est chaud quand même». Dont, des agressions sur des jeunes, des agressions au couteau, des morts vraiment injustes. Et c'est vrai, tu as raison, il y a l'effet et ça, c'est difficile à mesurer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et les, chaînes d'infos en continu mettent un peu d'huile sur le alors, de l'huile sur le feu et aussi font que, hem quand tu es notamment sur les réseaux sociaux ou collé sur ces chaînes-là, tu vois toujours, les mêmes types de vidéos et les mêmes types d'informations et ça, c'est cette fameuse bulle, de biais dans lequel t'enferment les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé à voir deux trois vidéos d'agression, il va continuer à te bombarder avec le même genre de vidéos et d'infos et tu as l'impression que, il y en a plus que la réalité. Donc f c'est vachement dur. Pour moi, je dirais que la situation n'est pas si catastrophique que ça. Faut quand même se méfier ces dernières années. Il y a, je pense, hem, une petite, une petite augmentation à surveiller, mais on reste globalement dans une tendance, baissière, sur des décennies et on va dans le bon sens et faisons attention à ne pas trop nous faire manipuler par les médias, mais encore une fois, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on va de moins en moins violence qu'il ne faut pas avoir, ses propres routines de sécurité personnelle, de Ouais, bien protéger. sûr. Et comme tu disais tout à l'heure, être conscient aussi des choses sans tomber dans la paranoïa. Mais alors, est-ce que le fait que parce qu'il y a quelque chose qui rajoute un peu de la complexité à la complexité, qui est le fait que, on est de plus en plus idéologisé, de tous les côtés. C'est-à-dire que la France est fracturée, mais pas que la France d'ailleurs. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être encore plus criant, entre les pros et les anti-Trump. Parce qu'il y a une liberté d'expression qui est réelle par rapport à la France, enfin en tout cas, qui est pas la même, qui est dans la constitution et cetera. Donc c'est pas on parle pas de la même type de liberté d'expression. Mais passons. En gros, en France, on le voit, on est, les gens qui vont être pro, sécurité ou en tout cas qui vont, hem, être un peu comment dire? Qui vont pointer du doigt les violences, la montée des violences et cetera, qui vont relier ça aussi aux questions d'immigration, qui est un peu le point de non-retour pour en termes d'idéologie, et qui va cliver politiquement et sociétalement. Est-ce que ça va pas rajouter de la complexité à ça? Le fait qu'il y ait cette, tu vois, d'un côté des gens qui sont peut-être un peu trop parano, qui vont vraiment être, qui vont vraiment avoir peur, une vraie peur et ceux qui vont, avoir des lorgnières, enfin qui vont être aveuglés ou qui vont vouloir s'aveugler mutuellement. Oui, il y a clairement un rapprochement, sécurité extrême droite, hem, qui me semble, enfin, qui peut s'expliquer par ce sujet de paranoïa. C'est pour ça que, quelque part aussi quand je dis, qu'on dit depuis 2008 dans Protégor et qu'on continue à le répéter, il faut à la fois, se préparer et travailler sur sa sécurité personnelle, mais si on tombe dans la paranoïa, on devient soi-même, pour moi, un danger pour la société. Quand on est paranoïaque, on surréagit à des situations. Le racisme ou les sujets d'immigration, pour moi, c'est une surréaction négative par rapport à une situation, d'agression. On voit c'est des généralisations, hein, qui font que on voit, quelques images sur, revenant sur le PSG et sur la soirée du PSG, il y a quelques jours où, il y a eu énormément de dégradation, on a même eu, 2 personnes qui sont décédées hélas. Sur certaines images, il y a immédiatement des personnes qui repartent dans des généralisations, totalement abusives. Ça, c'est une forme de paranoïa et dérive de la paranoïa qui, pour moi, sont pas des choses bonnes pour la société, qui vont pas dans le sens de la sécurité. Donc il y a une espèce de paradoxe à vouloir trop de sécurité, on 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 ne contribue pas à la sécurité de la société. Après, il y a l'autre inverse, qui est l'inconscience totale et de se dire que tout va bien et et qu'il faut rien faire et que tout le monde est gentil. Donc en fait, moi j'ai un peu peur des extrêmes, quelles qu'elles soient, sur ces sujets de sécurité et j'aimerais que le sujet de la sécurité puisse être adressé par
politique non extrême et de manière, rationnelle et équilibrée. C'est ça, c'est un sujet toujours d'équilibre. Je pense que c'est un jeu de curseur, il faut pas être inconscient, il faut pas être parano, donc il faut prendre faire des choix de sécurité qui ne poussent pas dans l'un ou l'autre extrême. C'est pour ça que c'est difficile à piloter. Je suis bien content de ne pas être politique et de ne pas faire de politique parce que ce sujet est, très touchy. Ouais, bien sûr et un peu comme le sujet du survivalisme ou de la survie parce que typiquement dans le bouquin, tu as un chapitre sur la question de la survie, en milieu urbain. J'aimerais que tu m'en parles aussi et pour intéresser aux gens, hein, sur enfin, cette thématique aux gens, c'est toujours compliqué parce que quand on pense à un survivaliste, on a tout de suite l'image de ce mec un peu radicalisé, qui a installé des pièges à loups autour de sa maison dans le bois et Ouais. s'entraîne à tirer à l'arbalète, et qui a certes un stock de bouffe, mais aussi un stock de munitions aussi potentiellement dans le garage et on voit de plus en plus d'interventions du GIGN ou du RAID sur ces mecs-là. Il y a beaucoup de gens qui sont fichés aussi dans ces mouvances-là. Comment on fait pour garder une image un peu noble de du survivalisme, si c'est possible? Bah, ça, c'est vraiment les survivalistes mode preppers, à l'américaine, ceux que tu décris, c'est très, cliché et tu as raison, il y en a en France. Hem, moi, depuis, 2006, au stage où je rencontre Fred Boimard, il y avait une autre personne que tu connais peut-être qui s'appelle David Manise et David Manise, depuis 2006, on est en échange, régulier. David, c'est quelqu'un d'ailleurs qui nous a aidé à faire la promotion de Protégor quand il est, sorti et il a un et David, c'est, la survie en milieu naturel, pas que, il travaille, beaucoup sur les sujets de survie de manière générale et il se considère pas comme un survivaliste dans ce sens cliché. Il est d'origine canadienne, en plus, il vient du continent américain et pourtant il est pas dans ces extrêmes de survie. Donc moi, j'aime bien son positionnement et d'ailleurs il y a une longue interview que j'ai faite de lui, sur la chaîne Protégor. Ceux qui veulent creuser un peu le sujet peuvent l'écouter. Je pense qu'il est assez sage sur ça et on en parlait justement, sur, peut-être des projets communs qu'on ferait, de travailler sur cette partie survie urbaine non pas au sens de je stocke, de la nourriture et je vais pouvoir vivre chez moi pendant des mois tout seul, isolé, mais comment, j'arrive à gérer une rupture simple de normalité. Ça va être des choses très simples comme, la copro est en feu et du coup, il va falloir, quitter son appartement et avoir une solution de repli, le temps de pouvoir peut-être un jour récupérer l'appartement ou pas. Une fuite d'eau, des émeutes dans la rue, des choses qui sont finalement des choses qui arrivent de plus en plus parce qu'on se rend compte que ça soit les catastrophes naturelles ou les catastrophes, humaines, il y a une accélération. Ça, il y a plusieurs études qui le montrent, donc il va y en avoir, et il y en aura de plus en plus. C'est pas, c'est pas The Walking Dead, tu vois? C'est pas, des choses, long terme, c'est l'usine à côté qui a pété, tu vois? C'est encore arrivé, je sais plus à Rouen, il y a quelques années, il y a eu AZF, il y en a donc c'est des choses qui arrivent une fois de temps en temps et là, c'est pas mal d'y avoir pensé avant, d'avoir un dispositif, d'avoir un sac, d'être prêt à pouvoir partir assez vite si besoin, de savoir quel va être le lieu de chute, chez ses parents, chez ses beaux-parents, chez, un ami. Comment on peut y aller? Si on a pas de voiture, est-ce qu'on a des solutions pour y aller autrement? Et cetera. Donc avoir réfléchi à ça est intéressant. On reste dans une extension de la sécurité personnelle. On n'est pas là face à l'agression physique, d'un tiers, on est plutôt face à une catastrophe, un accident, mais sans tomber pareil dans la paranoïa de se dire, ma ville va être, envahie par, heu, un autre pays, par je sais pas quoi, ou par une maladie et du coup, je vais devoir vivre de manière isolée parce qu'on sait que quand même globalement, on va avoir besoin de la société. On a eu tous l'expérience du covid qui a été une forme d'entraînement pour tout le monde de se rendre compte que ça peut être un peu une situation, extrême. Donc voilà, on se positionne, avec Protégor dans ce sujet faut penser la survie comme la sécu perso, c'est-à-dire comme, quelque chose de pragmatique et c'est pas un mode de vie. C'est pas, je ne vis qu'à travers mon survivalisme et faut y penser, mais j'ai une vie à côté et il faut, continuer à profiter de la vie sans tomber dans la paranoïa parce que je deviens sinon moi-même un je m'auto-flingue en fait, je m'auto-pourris la vie et à vouloir trop être dans la sécurité, et ben, je vis plus et je ne profite plus de la vie. Ça, c'est bien ballot. Mmh. Oui, c'est un peu à l'image de ce qu'avait tenté de faire le gouvernement il y a quelques mois sur, ce petit
ces petites checklists de trucs à avoir. Bon, c'était très, très basique, hein, ayez un pack d'eau chez vous. Mais en même temps, si tu le dis pas, tu le dis pas. Tu l'as pas. Tu le sais pas. Donc, Mais exactement, je pense que c'est bien de le dire largement. Les Suédois l'ont fait, ça fait aux États-Unis, au Canada, ça fait longtemps qu'ils ont ce genre de site web, du gouvernement qui explique ce que c'est un bug out bag, un sac d'évacuation, qui donne deux trois conseils. Et qui le pousse vers la population. Il y a ceux qui vont prendre, ceux qui ont pas envie d'entendre parler et pour plein de raisons, OK, très bien. Mais plus on arrive à faire passer l'idée sans il faut pas y aller trop fort, sans rendre les gens paranoïaques non plus. Donc je trouve que c'est toujours enfin, c'est à doser, et puis tant mieux pour ceux qui, ils s'y seront penchés un peu et auront, les quelques petits trucs qui font que ça sera un peu moins, désagréable le jour où il y aura un truc à gérer, quoi, mm. et un peu plus facile, voilà. Ouais, bien sûr. C'est marrant. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu il y a pas longtemps dans une vidéo YouTube d'un mec qui disait, qui analysait avec plein de ressources scientifiques le fait qu'on était de plus en plus cons dans la société. En fait, c'était un peu la question, sommes-nous de plus en plus cons? Et en fait, la réponse c'était assez simple, c'est qu'en gros, ça dépend comment tu regardes. Si on regarde au niveau de la technologie par rapport à Homo sapiens sapiens, on est forcément plus intelligent, mais tu mettrais, et l'analogie qu'il utilise était intéressante, c'est que tu mettrais le Homo sapiens enfin, tu mets l'homme préhistorique dans un environnement chaotique, il se démerde. Tu mets un humain d'aujourd'hui, de 2025, dans un monde chaotique, il se démerde pas du tout, il va mourir très vite parce qu'il sera pas capable de gérer. Et c'est pas une question d'intelligence, ou en tout cas, c'est une autre forme d'intelligence que le QI ou la capacité à bien écrire ou bien parler, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit avec les survivalistes, être capable de faire des pièges pour choper de la nourriture, d'essayer d'être résistant au froid, aux intempéries. Enfin, c'est assez marrant de voir ça. Ah, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que le modèle, il faut pas avoir le modèle des preppers et des survivalistes américains, un peu extrémistes, mais c'est plutôt nos grands-parents ou les scouts. Ça, c'est des modèles, tu vois? Le scoutisme, les éclaireurs de France et cetera, tous ces mouvances qui t'aident à être, à l'aise dans la nature, à savoir, à être bricoleur. Bah, ça, c'est du bon sens un peu paysan. Tu le moi, je suis d'origine de Clermont-Ferrand, je suis auvergnat. J'ai vécu, bah, pareil, les grands-parents, les parents qui étaient, très bricoleurs, bah, ça joue, et je sens qu'en venant à Paris, je perds ces éléments, donc je retourne moi très, très régulièrement en Auvergne et j'aime ce côté, avoir un atelier, être capable de, voilà, de sortir de des choses que intellectuelles ou que, médias et cetera. Il faut rester un peu les mains dans le cambouis, les mains dans la campagne, donc ça, c'est bien et ce côté, autonomie, du survivalisme est intéressant. Ce côté, je suis capable de me débrouiller, je suis capable d'avoir un stock d'eau, je suis capable de planter des tomates. Ça, je l'ai pas fait les tomates, faudrait que je colle en Auvergne, mais hem, ça, je pense que c'est intéressant et qu'en en effet, tu gagnes en adaptabilité et en résilience si tu es capable de sortir de ton appartement. Après, quand tu vis à Paris, tu vois, moi, je suis dans un petit appart à Paris, c'est vachement difficile de faire tout ça. Donc j'ai la chance de pouvoir aller voir le papa en Auvergne et d'avoir, un terrain, un atelier et tout ça. Tout le monde n'a pas cette chance et quand tu vis dans une ville, dans un petit appartement, bah, tu perds ces opportunités de développer des compétences de bricolage, de relation à la nature, et cetera et ça, c'est dommage et en tout cas, je trouve que c'est bien pour les enfants d'aller faire du scoutisme aux Éclaireurs de France ou ce genre de colonie de vacances où tu apprends à faire des choses avec tes doigts. C'est cool. Ouais. Oui, puis c'est pas le truc qui coûte le plus cher, donc c'est pratique. Social, tu es avec des gens de différents, milieux qui viennent, donc ça apprend aussi la relation sociale, donc je trouve que c'est des choses très bien pour l'éducation. En parlant de relations sociales, dans ton livre, tu parles de survie urbaine. C'est un peu bizarre comme parallèle, mais comment toi tu le perçois? C'est quoi? Si tu devais décrire la survie urbaine, c'est quoi selon toi? Alors, déjà pour être, très transparent avec vous, comment c'est que le titre de Protégor, c'était sécurité personnelle, self-défense, survie urbaine. Il y avait avant, pendant, après et surtout, et on voulait aussi placer les mots-clés pour, les référencements Amazon, sur les mots sécurité, survie et self-défense, hein. Donc, il y a de la technique marketing dedans, mais qui colle au contenu, avant, pendant, après et la survie urbaine, c'était à la fois le je gère l'agression et l'après, c'est-à-dire dans la société, après une agression, je suis capable de survivre, avec la gestion, ce que je disais tout à l'heure, des premiers secours, de la police, de la justice, des assurances. Donc
je vis dans la société, après mon agression et on a rajouté ce chapitre en effet qui était du survivalisme, mais très, et d'ailleurs qui a sauté dans la toute dernière version de Protégor parce qu'on s'est dit: «La survie urbaine pure, faut qu'on en fasse un livre à part» et pour moi, la survie urbaine pure, si on prend, le mot, c'est le survivalisme appliqué au milieu urbain, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est gérer des ruptures de normalité. C'est-à-dire il se passe quelque chose, il y a rien, il y a plus rien à bouffer au supermarché, il y a des émeutes dans la rue d'à côté, il y a un incendie, dans l'immeuble à côté, il y a, une inondation, il y a la Seine qui déborde, il y a le Covid. Toutes ces cas de catastrophes naturelles ou de catastrophes industrielles ou de rupture de normalité, ben, comment je fais pour avoir un plan d'attaque? Que ce soit en ressources à la maison, en plan d'évacuation, en, réseau d'amis, pour m'aider le jour J et cetera. Donc c'est ça, la survie urbaine, comment je la vois et je la vois pas dans le cliché que tu décris de stockage de nourriture pour vivre replié sur soi-même ou, stockage d'armes à feu et de munitions parce que je vais devoir faire la guerre tout seul. J'y crois pas trop, je crois pas trop à ce scénario-là, d'avoir besoin un jour de faire la guerre tout seul et puis, on va pas bien loin tout seul. Bah, c'est le cas. Puis on le voit dans tous les films catastrophes, ça se passe toujours très mal, dans tous les cas, même pour le survivaliste. En storytelling, c'est toujours le premier à à prendre cher. Hem, je vais te poser une question, bah, tu parlais de marketing, c'est intéressant parce que i tu vois, nous par exemple sur Défense Zone, on c'est pas pour faire de la pub déguisée, mais on a une formation sur le secourisme avec Claude Brunet que tu connais. Oui, je connais Claude. Mmh. Et tu vois, c'est une formation qui plaît énormément. C'est-à-dire que les retours sont dithyrambiques, les gens sont très contents et à chaque fois on l'améliore et c'est encore mieux. Mais on a ce problème-là, je pense que tu as rencontré aussi avec Protégor peut-être et d'autres choses que tu fais, qui est de réussir à, j'aime pas le mot, mais évangéliser un petit peu les gens, et les pousser, tu vois, à s'intéresser à ça, même si, ça a l'air très éloigné de leur quotidien. Et tu vois, c'est un peu en recolle aussi avec les questions juridiques et de droit. Bah, tu vois, j'ai une très bonne amie qui est avocate, étant notamment sur le droit d'auteur, qui essaie d'évangéliser un peu les créateurs, les photographes, les vidéastes à s'intéresser aux questions de droit d'auteur et ou droit à l'image, à acheter des bouquins qui expliquent tout ça. Et bien souvent, les gens viennent la voir le jour où ils ont un problème. Tu vois, c'est un peu le problème de l'assurance, c'est que tu as du mal à sortir un peu l'argent, même si c'est pas très cher, mais en tout cas à sortir l'argent pour le jour où ça arrive, être pas dans la merde. Mais malheureusement, on est tous humains, on va là où la douleur nous amène. Et alors, la question arrive, c'est comment on fait justement pour sensibiliser les gens, en dehors de ce podcast, heu, à ces questions-là et aux gens qui s'intéresseraient pas, voire même, qui sont il y a une sorte de révulsion parfois, il y a une sorte de pas de dégoût, tu vois? J'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, c'est pas forcément la thématique la plus sexy pour des gens lambda, on va dire, des gens qui sont dans un appartement à Paris. Ils ont pas envie de s'intéresser, ça fait presque peur, tu vois? Ce côté, rupture, de confort. Et bien sûr, mais tu as complètement raison, c'est le problème, de fond du sujet depuis le début sur lequel on s'accroche avec Protégor. Alors, Protégor qui est à la fois un énorme succès et quelque part met du temps à toucher autant de gens qu'on voudrait. C'est un énorme succès parce qu'on en a vendu 30 000 et que dans les livres au début, c'était dans les rayons arts martiaux. Un bouquin dans un rayon arts martiaux, ça se vend à quand on vend plus de 1 000 exemplaires, l'éditeur est content, tu vois? Donc c'est, 30 000, c'est alors sur plusieurs années, hein, bien sûr, mais ça reste un carton, en termes d'édition. Heu, je pense qu'au début, on a bénéficié du fait qu'il n'y avait pas de bouquin comme ça et que ça ait eu un intérêt, mais ce qui, réduit un peu le succès pour moi, c'est que, quand on regarde le profil de ceux qui achètent, c'est, 90 de mecs, donc déjà, sous-représentation, du genre féminin qui, sur la self-défense, pour le coup, est quand même visé. Donc pour être plus intéressé, donc on a vachement de mal à toucher finalement les plus fragiles qui pourraient être, les femmes, les ados, les seniors, alors et tu vois, on a eu au début beaucoup d'achats de forces de l'ordre, de militaires,
qui sont finalement, tu te dis, c'est déjà des gens qui sont déjà formés. Tu prends un cours de Krav Maga des fois, tu vas dans des cours de Krav Maga, moi je suis toujours surpris de voir des mecs de 30 ans super costauds qui vont jamais se faire agresser. Heu, alors est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait du Krav Maga qu'ils sont devenus comme ça et que du coup ils se font pas agresser et qu'avant ils étaient plus fébriles? Je sais pas. Mais en tout cas, tu dis à un moment, il y a des gens qui deviennent passionnés de sport de combat et cetera, de self-défense surtout et qui n'ont pas besoin de cours de self-défense parce qu'ils ne font se c'est pas du tout le profil à se faire agresser et puis ceux qui en auraient besoin, ils y vont pas. Alors, moi j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé, parce que de toute façon avec Fred Boimard, avec Michael Houz, on a envie de toucher justement ces gens qui en ont besoin parce que c'est un peu tout l'intérêt, du sujet. Moi j'ai essayé, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle «Je pratique la self-défense pour les nuls», la fameuse collection pour les nuls. Justement, c'est une collection qui va toucher, un autre public. Protégor, on a changé la couverture sur la toute dernière édition aussi. On s'est dit la première, c'était une couverture très anxiogène avec une personne qui est au fond de la rue, en noir, ça fait peur. On va prendre quelque chose de plus sécurité orange, comme la protection civile, tu vois? Donc changement de couleur, ça c'est du marketing. Pour les nuls, c'était un test. Pour les nuls, ça a beaucoup moins marché que Protégor en termes de vente. Alors je pense que, il y a ce sujet de déni. C'est pareil dans les cours de self-défense. Tu as pas envie de te projeter dans une situation où tu vas être agressé, où tu vas avoir des emmerdes et je comprends. Heu, pour avoir discuté avec beaucoup de policiers, ou des armuriers aussi qui te disent: «Quand est-ce que je vends des bombes lacrymogènes?» C'est quand la personne a déjà été agressée qu'elle va acheter une bombe lacrymogène. C'est pas en amont. Très souvent, c'est ce cas-là et les policiers me disaient: «Bah oui, c'est des fois on envoie, des victimes, dans les armureries pour acheter une bombe lacrymogène, mais c'est parce qu'elles ont déjà eu une situation d'agression». Donc il y a ce côté, surtout au tout début d'entretien, on a parlé, le 1er conseil que j'avais, c'est de pas faire l'autruche. C'est ça le truc, c'est que, c'est pas des sujets plaisants, donc au début, on n'a pas trop envie d'y aller. Alors, comment nous, médias, des thématiques de sécurité, on peut essayer de faire ça? Alors, ce qu'on peut voir sur TikTok en ce moment, tu vois, tu tu as des personnes qui donnent des petites astuces courtes. Il y en a une qui tourne en ce moment que j'ai encore vu passer ces jours-ci, où tu as une voiture qui vient derrière un camion et si tu tournes les roues de la voiture et qu'il y a un deuxième camion qui arrive derrière, bah, ça t'évite, d'avoir la voiture comprimée, entre les 2 camions et la poussée du camion arrière va faire qu'elle sort automatiquement parce que les roues sont braquées. Donc petite astuce, la vidéo fait, 20 secondes, t'explique que si à l'arrêt derrière un camion, eh bah, tu as moins de risques s'il y avait un autre camion qui arrivait derrière. Et peut-être que, une multitude de petites vidéos comme ça, un peu fun, qui finalement font que tu te projettes pas dans une situation de j'étudie les cas où je vais me faire écraser par un camion et tout, ça fait un peu anxiogène. Passer comme ça au milieu de l'entertainment et du divertissement, ça peut faire passer quelques enseignements de sécurité. Après je pense que ça fait pas changer l'état d'esprit, je suis pas sûr que ça changera tout, mais ça pourrait progressivement amener des gens à des lectures et des visions des vidéos un peu plus de fond sur le sujet, intéressés par des petites vidéos un peu fun qu'ils verraient. Donc peut-être qu'un axe, c'est de faire ça, tu vois? Des choses un peu plus qui vont aller chercher des auditeurs, des spectateurs, qui ont pas l'habitude, qui se sont jamais posé la question, mais qui vont être intrigués parce que la vidéo est courte, elle est fun. Ils l'ont vu passer sur leur fil, d'actualité ou leur fil de vidéo un peu par hasard et ça les ramène, vers nos thématiques. Encore une fois, il faut pas qu'on les rende paranoïaques ces thématiques pour qu'elles restent, sexy et attractives. Ouais. Quel Yann. Bah, curieusement, c'est justement quand ça fait peur, quand on utilise les leviers, de la peur que ça devient sexy, en fait. C'est justement quand tu as Ouais, un mais drame qui se passe et ouais, oui et mais est-ce que c'est le bon axe? Est-ce que la peur alors oui, tu as raison, enfin, en plus, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que les ventes de Protégor, nous on l'a vu, après les attentats, boum, on a eu un boost. C'est la peur qui a fait que certaines personnes se réfugient en disant: «Ouh là, faut que je me pose vraiment la question». Hem, donc ouais, les attentats, ça a stressé tout le monde, donc là, les gens se sont sentis agressés eux-mêmes. Paf, certains se sont dit: «Tiens, je vais, alors après, moi, je veux surtout et c'est des questions qu'on s'est posées avec Fred Bomache, hein. Nous, on veut surtout pas activer le sujet peur pour vendre, en fait, hein. On veut pas, dire: «Waouh, c'est terrible ce qui se passe, achetez Protégor parce qu'il y a de plus en plus de violence». C'est pas du tout notre façon de faire du marketing parce que ça irait à l'encontre de notre, discours sur, et notre conviction sur le fait qu'il faut pas développer la paranoïa. Donc
c'est paradoxal tout ça, hein, tu vois? C'est amusant parce qu'il faut pas jouer sur les peurs. On sait que les peurs font vendre, mais on n'a pas envie de jouer sur les peurs pour vendre. Et d'un autre côté, on aimerait qu'il y ait un maximum de gens qui soient formés à la sécurité personnelle. Donc, il y a une espèce d'équation, pas simple à résoudre. Donc on essaie différents trucs. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, tu parlais des attentats, les attentats ont été la meilleure campagne de pub de recrutement pour l'armée de terre française. Voire même, quand tu parles avec des analystes, ils te disent tous en off que s'il n'y avait pas eu les attentats en France, on aurait une armée, comme celle de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, c'est-à-dire, pas terrible, parce que justement, il n'y a pas eu cette impression de menace et aujourd'hui, tu as des gamins qui ont, maintenant 5 voire 10 ans de carrière qui vont te dire: «Bah, moi, je me suis engagé parce que j'ai vu les attentats et que je voulais défendre ma famille». Donc, derrière ça et quand on regarde la menace aujourd'hui, enfin les types de menaces qui sont en tout cas, montrés, par les experts, enfin pas que les experts d'ailleurs, tu vois que heureusement presque il y a eu, cette motivation quelque part de recréer une armée, française et d'avoir quelque chose qui tienne la route, quoi. Mmh. C'est bien qu'on a réussi à tirer des choses positives, des choses négatives, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, c'est clair. Mmh. Hem pour aller dans le sens de justement du positif et de continuer ces très bons conseils que tu as donnés, et d'ailleurs merci d'avoir pris le temps vraiment de passer dans le podcast et de nous parler de tout ça parce que je pense que c'est important et ça va intéresser aussi bien, les auditeurs qui sont, dans les forces de l'ordre, dans l'armée, ou dans les métiers de la sécurité, mais pas que, parce qu'on n'est pas écouté que par des soldats, des militaires. Mais il y a aussi pas mal de curieux, de gens qui s'intéressent à ces questions-là, et qui ont pas envie justement d'avoir ce côté anxiogène ou parfois trop politisé. C'est un peu dommage aussi dans certains médias, je pense que tu le vois. Tu es un peu, soit dans le camp A ou le camp B, quoi. Mais c'est ce qui fait vendre aussi du papier, hein. C'est malheureusement, c'est le marketing qui fonctionne le mieux. Nous, on a pris ce choix-là, avec des fanzones comme toi, je pense, de pas tomber dans ce travers-là et peut-être de toucher moins de monde, mais des gens, qu'on juge étant, peut-être plus éclairés, plus intelligents. Donc c'est cool. Et moi, Et j'ai découvert Transzone chez Terang, hein, Terang qui, pour le coup, moi, m'accompagne depuis les débuts, de Protégor et c'est eux qui m'ont fait connaître tes écrits, tes magazines, tout ce que tu fais. Je trouve ça je c'est top. C'est comme ça qu'on s'est contactés et c'est vrai que bah, Terang, tu vois, quand tu me parlais des relations avec l'armée, moi, j'ai été très tôt en contact avec eux. Quand Protégor a marché dès la première année, eux, ils ont commencé à en vendre. Ils venaient à l'époque d'avoir une boutique qui était, dans le 5e arrondissement, pas très loin d'où j'habitais. C'est un peu par hasard que je les ai rencontrés. J'ai sympathisé parce que, l'ambiance et le matériel qu'ils avaient aussi et la façon dont ils le vendaient. Enfin, on s'est tout de suite, on a bien accroché et pendant des années, moi, je pouvais faire je parlais du bon matos que je voyais chez eux. Il y avait toute une partie sur la sécurité qui était intéressante. C'est eux aussi un peu grâce à eux que j'ai pu me rapprocher, du monde militaire et puis bien sûr après avec Michael Ilouz, j'ai pu rencontrer plein de personnalités du monde de l'armée et leur faire faire des bouquins puisque je suis directeur de collection. J'étais directeur de collection chez Amphora et maintenant je suis chez Solar et donc il y a pas mal de livres qui sont sortis sur l'armée. Par mon intermédiaire et beaucoup par des présentations que Mika m'a fait. On a eu Force spéciale et unité d'élite, 2 tomes d'histoires de personnes issues de différents régiments, différentes forces spéciales, différentes unités d'élite qui sont été rassemblées, par Teddy Palassi de Force Special Coaching qui fait ses bouquins. On a sorti un bouquin sur les commandos marines, par Kellyanne Beer, qui s'appelle United We Conquer, des livres sur, pilote d'hélicoptère des forces spéciales et cetera. Donc il y a aussi, moi, tout cet intérêt du milieu militaire m'est venu au début par Protégor, par les rencontres avec Terran et par les rencontres que Michael Illouz m'a permis de faire, notamment pas mal de commandos marines et ça, c'est à la fois hyper aspirationnel, ça donne, et c'est des personnes d'élite et je fais bien la différence avec le monde, citoyen et des particuliers de Protégor. C'est 2 salles, 2 ambiances, mais il y a des choses à prendre de l'un pour amener à l'autre et je dis pas que Monsieur Tout le Monde deviendra, commando marine. C'est sûr qu'on voit le côté exceptionnel de ces personnes-là, mais par contre, des fois, il y a des petites choses qui peuvent, inspirer et je trouve que c'est des modèles, en fait. Il y a des modèles dans l'armée qui peuvent servir. Alors, on a fait, par exemple, Homme d'action, qui est un bouquin qui est sorti chez Amphora, avec Julien B, qui est un commando marine. Ça, le bouquin était clairement fait pour,
faire envie à des jeunes de rejoindre l'armée, en fait, hein. C'était, totalement, avoué et c'était la motivation de l'auteur qui, nous disait: «J'aurais adoré avoir un bouquin comme ça où un commando marine me raconte, ses missions, à l'époque où je cherchais à rentrer dans l'armée, ça m'aurait fait encore plus rêver». Lui, il en a pas eu besoin, il est rentré, mais il me dit: «J'aimerais, contribuer à créer des rêves auprès de petits jeunes et qui rejoignent l'armée». Donc c'est cette motivation, je trouve que c'est important. Alors, et je trouve peut-être mieux de le faire à travers des bouquins et des histoires assez positives. Alors, il y en a des tristes aussi, des histoires, mais il y en a aussi des très positives, qu'au travers des attentats. J'espère que le mode de recrutement des bouquins et du partage de ce que vivent nos militaires, qui est vraiment parfois exceptionnel, peut créer des vocations, plus que que de se sentir, agressé par, des forces extérieures. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on on a reçu dans le podcast Teddy et Kélian dont tu parles et tiens, je vais te poser la question que je leur ai posée à eux, qui était, comment tu expliques le fait que justement il y a de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de librairies qui mettent en avant, il y a carrément maintenant des petits rayons, sur les forces armées. On pense à tous les bouquins aussi des éditions de Nimrod ou de Mareuil, pour les citer, qui font beaucoup de témoignages. Parfois, on a l'impression presque que c'est trop parce que, il y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une sortie d'un témoignage d'un militaire, souvent des officiers qui racontent leur guerre. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Ah moi, d'un point de vue marketing, parce qu'on parlait un peu marketing, c'est simple, ça existe depuis des années aux États-Unis et je pense on est toujours un peu à la bourre, d'un point de vue marketing par rapport aux États-Unis. Il arrive la même vague qu'il y a eu aux États-Unis. Les premiers bouquins, le premier un peu dans ce genre-là, ça devait être Aton et Homme d'action chez Amphora est sorti peu de temps après, en fait et on s'est rendu compte de l'engouement et là, les éditeurs se sont dit: «Waouh, ça marche!» En fait, c'est les éditeurs, ils ont GfK, ils ont l'institut qui mesure les ventes sorties de caisse pour les bouquins et ils surveillent ce que font les concurrents. Et ils se sont vus que Aton, ça a cartonné, que Homme d'Action, ça a cartonné. En plus, quand on a passé, Julien, l'auteur de Homme d'Action, il est passé sur Brut, la vidéo, elle a fait des millions de vues. Et donc là, boum, 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 c'était Nimrod qui a fait Aton, donc François de Saint-Exupéry qui est l'éditeur de Nimrod, il était déjà sur cette thématique, Mareuil aussi, mais eux le suivent, ils se rendent compte qu'il y a un marché. Ça existait aux États-Unis, ça a été testé tardivement en France et on se rend compte que, ça marche. Ça marche, il y a un côté alors pourquoi ça marche? J'ai pas fait l'analyse. Je me dis que ce qui est intéressant, c'est de se dire: on a un côté fiction et c'est un peu comme ça qu'on avait pensé le bouquin Homme d'action avec Julien. Il y a un côté fiction, c'est-à-dire que d'ailleurs pour la petite technique, je livrer un peu des secrets, c'est, la façon dont le bouquin, de Homme d'action avec Julien B a été fait, c'est Julien, il était commando marine, mais il est toujours, dans des, unités d'élite et en action sans arrêt, donc il avait pas le temps de se poser sur une feuille blanche et d'écrire. Mais il avait un nombre d'histoires incroyables. Je lui ai dit: «Écoute, ce qu'on peut faire, c'est, je trouve un écrivain, je trouve un» alors pour le coup, c'était un jeune écrivain, qui était sorti quelques années auparavant de la Sorbonne, qui savait écrire de la fiction, qui met bien un peu le milieu et je dis: «Tu prends des cafés avec lui, tu lui racontes tout, lui il prend des notes et il va écrire et après tu relis et après on remodifie». Donc on a fonctionné comme ça par itération avec une personne qui écrivait. Donc il y avait à la fois des codes de fiction, c'est-à-dire que c'est bien écrit comme un roman, sauf que c'est des histoires vraies. Donc il y a ce côté à la fois il faut un peu de qualité d'écriture, mais le fait que le lecteur sache que c'est vrai et ce qui est génial, c'est que des fois la réalité dépasse Hollywood. C'est-à-dire que moi les histoires de Julien qu'il m'a racontées, je me suis dit: «Mais waouh! Lui, il a fait ça en vrai, mais tu le mets dans un film, à la limite, tu vas te dire: «Putain, les scénaristes, ils ont abusé, quoi». Non, non, c'est-à-dire qu'il y a on a certains de nos militaires qui vivent des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on peut voir dans les films sur Netflix ou au cinéma, quoi. Et donc finalement, ben, je pense que tu rentres dans l'émission, tu rentres dans les histoires en tant que lecteur, c'est passionnant, en fait. Donc je pense que c'est même plus intéressant, à titre personnel, que de la pure fiction, en fait. Donc et on a de la chance d'avoir encore, pas mal de gens qui lisent. Donc écoute, c'est double chose positive, c'est que, on continue à avoir des gens qui lisent et ils aiment, nos thématiques militaires. Donc écoute, moi je Mmh. suis ravi. Yes. Bah, écoute, c'est clair que c'est un bon mood en ce moment pour ça. C'est vrai que c'est bien et espérons que ça continue. Hem, est-ce que tu as peut-être un dernier conseil à partager avec nous? Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a aidé, dans ton parcours peut-être et que tu aimerais, repartager, heu, en matière de self-défense ou autre? Ouais,
Comme je t'ai dit, moi j'ai plein de casquettes, j'ai plusieurs entreprises, je suis entrepreneur, j'ai été consultant en management et cetera. Je me rends compte que ce soit en sécurité, en self, au boulot, un truc qui marche, qui est une règle pour tous, c'est développer son réseau. Il faut trouver des moyens pour avoir des amis dans tous les secteurs, des médecins, des policiers, des militaires, des avocats, des secouristes, là je suis très orienté sécurité, mais au boulot pareil, il faut développer son réseau. Ce qui est important, on l'a dit à un moment sur le sujet, du survivalisme, on survivra pas tout seul. On a besoin d'un réseau, de son propre réseau personnel. Et tu sais, les Chinois, ils appellent ça le guanxi. J'ai vécu en Chine aussi, c'est lié aussi à mes passions pour les arts martiaux, de toute, nationalité. Et eux, en Chine, le réseau personnel est très important et je pense qu'en France, c'est pareil, on le développe aussi, hein, plus ou moins, mais c'est quelque chose qu'on dit pas dans les bouquins, qui est pas, quelque chose d'écrit, il y a pas une méthode, mais c'est finalement fondamental. Et moi, Protégor m'a aidé à développer une partie de mon réseau, avec les militaires, avec cette partie-là. J'avais déjà développé un réseau, moi, du côté professionnel et je me dis au final, après, tu vois, j'ai 50 ans, cette année, je me dis: «Mais le nombre de fois où tu t'es sorti, de situations juste parce que tu as la bonne personne à appeler, parce que tu l'as déjà rencontré et un réseau, ça se construit pas quand tu en as besoin. Un réseau, ça se construit avant. Tu rencontres des gens, tu sympathises parce que tu as les mêmes valeurs, parce que tu t'intéresses aux autres et quelques années plus tard, tu te dis: «Putain, j'ai besoin tiens, dernièrement, là, ça m'est arrivé, au dojo, j'ai eu besoin d'une avocate spécialisée sur, des situations un peu particulières où il faut faire des courriers auprès d'un adhérent. Bim, je pense à elle et elle a été adorable, elle m'a aidé dans une situation qui était relou parce que faire des courriers d'avocat quand tu es pas avocat, c'est relou. Avoir, la personne spécialisée, dans la thématique qui répond sur WhatsApp, dans la demi-heure et qui, passe 2 heures avec toi pour t'expliquer ce qu'il faut faire, ça a pas de prix, en fait. Et ça, c'est parce qu'on avait sympathisé 2 ans auparavant, on avait passé notre, monitorat de karaté ensemble, tu vois? Et bim. Et donc faites voilà, travaillez votre réseau sans intérêt, un réseau de ce travail sans intérêt particulier au début, c'est juste, s'ouvrir aux gens et se dire: «Tiens, être intéressé par les compétences des gens, par, ce qu'ils peuvent, apporter, de leur être en général, alors évidemment éviter, les personnes nocives et avec des valeurs qui sont opposées aux vôtres. Mais, garder contact, régulièrement, s'intéresser aux gens et puis on sait jamais un jour, peut-être ce seront des personnes utiles pour vous, mais aussi à l'inverse, eux-mêmes, pourront faire appel à vous. Donc c'est aussi, quand une personne demande de l'aide, toujours être disponible. Donc voilà, je pense que c'est un conseil qui est un peu éloigné de quand on t'attrape par la gorge, il faut attraper et mettre un coup de coude, mais je pense qu'il y a plus de valeur, que la self-défense pure. Ouais, bien sûr. Mais écoute, c'est un très bon conseil. Merci pour ton partage et bravo pour ton parcours et on renvoie nos auditeurs sur, la dernière édition de Protégor, qui est disponible d'ailleurs sur le site de Défense Zone si vous voulez l'acheter chez nous, vous pouvez merci et puis à bientôt Guillaume. Un grand merci à toi, Fred. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine papier trimestriel en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.